Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de la SFNCM. Donc, je m'appelle Aurore, je serai la deuxième voix off de ce webinaire. Alors, en préambule, je tiens à remercier de tout cœur le docteur Sénès, Pierre, qui a accepté de se libérer et de remplacer au pied levé le docteur Durand. Donc, le docteur Sénès exerce, pour ceux qui ne le connaissent pas, à l'Institut du cancer de Montpellier. La présentation va durer une quarantaine de minutes, au terme desquelles vous pourrez poser vos questions à l'écrit et c'est moi qui les poserai à Pierre à l'oral. Voilà, donc Pierre, tu as la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux connectés, c'est bien, ça fait plaisir. Il y a quelques années, quand on démarrait la nutrition, on avait 2 personnes. Maintenant, je vois qu'il y a plus de 300 personnes connectées, c'est fantastique. Alors, je dois faire les enjeux nutritionnels en cancérologie. On va essayer d'aller à l'essentiel. Pour ce qui me, je ne suis pas évidemment Monsieur Durand, qui est oncologue, mais globalement, ce qui m'intéresse, on va passer ces deux premières diapositives qui n'ont pas de sens en 40 minutes. Je n'aurai pas le temps de parler de ce cas clinique qui avait été publié, mais de vous dire directement cette enquête qui a été publiée en 2016, qui est assez récente, qui est une enquête internationale, qui a été faite par Maurizio Muscaritoli et qui posait la question finalement au niveau mondial, dans différents pays, est-ce que les oncologues, comment les oncologues percevaient la dénutrition? Est-ce que c'était quelque chose dont la cachexie était un mot qui voulait dire quelque chose à des cancérologues. En fait, on se rend compte que les cancérologues, globalement, maintenant, ont compris ce que c'était que la dénutrition et la cachexie. Et à la grande majorité, quasiment 100%, ont identifié que la perte de poids et la perte d'appétit, c'était des choses qui étaient vraiment importantes dans la cachexie, ainsi que la perte de muscle, bien sûr, avec la fatigue et tout ce qu'on peut rencontrer. Le problème, c'est pas trop de l'identifier maintenant, je crois que c'est acté, on arrive à avoir cette identification en cancérologie. La problématique, c'est qu'en fait, la moitié quasiment des gens qui ont été interrogés attendent qu'il y ait une perte de poids de plus de 15%, ce qui évidemment n'est pas l'idéal. Et puis alors, en plus, ils attendent que la maladie soit vraiment très évoluée pour mettre en place des traitements, souvent dans les stades 4, c'est-à-dire au moment où finalement ça n'a plus d'intérêt. Donc ça, c'est une notion importante pour laquelle il va falloir travailler tous dans vos quotidiens pour arriver à convaincre les médecins, en général, quels qu'ils soient d'ailleurs, d'anticiper et de prendre en charge précocement les patients le plus tôt possible. Pierre, Alors, excuse-moi, je te oui, coupe. oui, Est-ce que tu pourrais diminuer la petite fenêtre de... Tu dois avoir une petite fenêtre qui cache en partie l'écran. ah oui, moi aussi ça me le cache justement, je ne Voilà. sais pas comment faire pour diminuer ce truc-là. Sans couper alors, c'est pas bon ça, j'ai pas fait un bon truc, je crois là. C'est parti de l'autre côté maintenant. Alors attends, comment je peux faire là? Alors, tu as pas des petits boutons pour diminuer en bas? Oui, mais si je. Ça y est, c'est parti, en partie? Non. Non, parce qu'on a mis des Vous pouvez écrans mettre noirs. là. C'est bon pour vous ou pas? Non, pas encore. Essaye de changer de... Non, ben non, ça se fait des petits carrés noirs en fait sur Ah oui. l'écran. Euh, comment je peux faire ça? Tu dois avoir quelque chose masqué ou... Alors attends. Affichage. C'est-à-dire que moi, j'ai rien dedans. Les carrés sont blancs, c'est très long. Et j'ai du mal à voir les. Comment je le masque ça? Si je le ferme, je vais tout couper, j'imagine. Vous ne m'entendrez plus. Essaye. Tu... Allô, vous m'entendez ou pas? Oui, toujours. Attends, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas fermé encore, hein. Ah. 2 secondes. Supprimer le Alors, panneau. tu peux cliquer PC. sur une croix Ah pour non, fermer les non. fenêtres ou réduire. Comment? Tu dois avoir une croix sur Je la fais un clic droit, mais si tu veux, il n'y a rien qui apparaît à mon clic droit, moi, quand je le fais. Et si tu... Masquer le panneau. Masquer le Voilà. panneau. C'est mieux pour vous ou pas? Alors, change de diapo pour voir. Alors, Ah non, il y a des petits... Ça fait des carrés noirs sur, au milieu des diapos. Ça fait des... Alors là, ouais. je ne sais pas comment faire pour régler ce problème-là. Là, tu as réduit la fenêtre. Ouais, 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 ouais. Attends, un service, affichage C'est un d'écran. problème d'affichage, en fait. Ça, c'est pas bon. Ça met du temps, si tu veux, pour apparaître, et c'est difficile de. Ça, c'est la lenteur de l'affichage qui fait C'est ça. ça, c'est un temps d'affichage. Du coup, j'ai du mal à voir
Développer ou réduire le panneau. OK, donc là, je le réduis, ce panneau, c'est pas mal. Oui, là, Est-ce que c'est c'est mieux. mieux? Il n'y a plus que des petites barres noires. Ça, si je peux le mettre sur le côté, ce serait bien. Et ça aussi, la barre, là, si je peux la mettre sur le côté, déjà, ça serait moins gênant. Déjà, écoute, là, c'est pas mal. C'est Est-ce que c'est mieux comme ça? un peu mieux, oui. Il y a Ça a l'air juste, un bon, peu mieux. On va faire comme ça, voilà, parce que là, je ne sais pas trop comment continue. faire. Donc, si on veut être d'accord sur tous, sur de quoi on parle, finalement, quand on parle de cachexie, il faut revenir, je crois que c'est une publication qui est vraiment importante, c'est un tournant quand même, un consensus d'experts qui décide tout d'un coup, qui dit, voilà, la cachexie, ou la dénutrition, vous l'appelez comme vous voulez, c'est une perte de poids, ça comporte au moins qu'on soit d'accord sur ce que ça inclut, même si on n'est pas d'accord sur les seuils ou les temps d'apparition. Mais ça inclut la perte de poids, l'index de masse corporelle, la sarcopénie, et puis il y a une phase de pré-cachexie dans laquelle on a une anorexie avec des changements métaboliques. Voilà, globalement, le cadre est posé de la dénutrition. Alors après, ah oui, c'est là que il faut cliquer donc, pour faire cette diapositive. Voilà. Alors si on parle de la perte de poids, on va être obligé d'avoir une vision un peu schizophrénique de la dénutrition en France puisque, et à l'international, puisque les recommandations de nutrition cancer de 2012 et publiées aussi à l'international en 2014 ont identifié des pertes de poids avec un but de prise en charge. Et donc, il faut que cette perte de poids, elle va être différente en oncologie médicale et en chirurgie. Pourquoi? Parce que les complications ne sont pas les mêmes et le stress généré par la prise en charge n'est pas le même non plus. Les produits ne sont pas les mêmes. Donc en chirurgie, c'est un stress chirurgical, il faut une chirurgie lourde pour avoir des complications et il faut que la perte de poids soit suffisamment importante pour voir apparaître ces complications et que ça ait du sens de les prendre en charge. Donc je ne retiendrai ici que l'IMC supérieur à 10%. C'est des critères cliniques qui sont intéressants, simples à prendre en compte. En oncologie médicale, et on va le retrouver sur les recommandations internationales récentes et la Haute Autorité de Santé, c'est une perte de poids supérieure à 5%, qui est un critère de dénutrition, de cachexie ou de comme vous voulez. On va passer cette diapositive. Vous savez, ces critères de poids, c'est pas nouveau. Le premier papier était dans les années 80, en 1980, dans l'American Journal of Medicine, et c'était DeWeese qui avait publié ça, et il montrait que déjà, dès qu'il y avait une perte de poids en chimiothérapie, dans des cancers variés d'ailleurs, dès qu'il y avait une perte de poids, il y avait un changement de pronostic pour la maladie. L'index de masse corporelle, c'est une autre notion. La perte de poids, c'est une notion dynamique. Je perds du poids, c'est sur 6 mois, sur un mois, sur le poids habituel. Il y a une notion de dynamique, de catabolisme. L'IMC, c'est une autre notion. L'IMC, c'est probablement une réserve énergétique. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que Martin et Barakos ont publié sur JCO en 2014-2015 sur quand même 8138 patients, c'est quand même pas rien, hein, une énorme étude de cohorte avec une cohorte de validation de plus de 2000 patients. Vous avez ici dans différents carrés qui paraissent un petit peu complexes. Dans le carré A, ici, vous avez à l'intérieur des chiffres, ces chiffres correspondent au nombre de patients par cluster. Et ces zones, le cluster, c'est un mot que vous connaissez bien, c'est très à la mode. Et dans ces différents clusters sont identifiés par colonne ou par ligne, selon que vous avez un index de masse corporelle, séparés avec des zones séparées de 20 à 28, ça fait des espèces de quintiles, et puis des pertes de poids qui sont de moins de 2,5 ou de plus de 15%. Ça vous donne une idée du nombre de patients dans l'étude, c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce qui se passe en termes de survie? Vous avez ici dans la figure B, dans le second carré, à l'intérieur d'autres chiffres qui sont la durée de survie en mois. Et donc c'est intéressant, on voit de suite que les patients qui ne perdent pas du poids n'ont pas la même survie selon leur réserve énergétique. Lorsqu'ils sont gros, en surpoids ou obèses, ils ont une meilleure survie que ceux qui sont en dessous de 20 d'IMC. C'est-à-dire qu'on voit bien là l'effet réservoir de la calorie. Et puis, l'effet de la perte de poids est un autre effet. Prenons une colonne au hasard, la colonne des personnes fortes, en surpoids ou obèses. Eh bien, la survie n'est pas la même si vous n'avez pas perdu de poids que si vous avez perdu du poids. La différence dans les deux cas est très conséquente. Hein. C'est-à-dire qu'on passe de 7 mois à 21 mois ou de 8 mois à 21 mois. C'est énorme. De telle sorte que l'équipe a proposé des grades nutritionnels avec des pronostics variables. Moi, je préfère, au grade nutritionnel, je préfère cette
le deuxième tableau qui donne une idée assez précise de la durée et puis du fonctionnel de l'IMC et de la perte de poids. Ça donne, on voit de suite comment fluctue l'index de masse corporelle et la perte de poids. Alors évidemment, vous l'avez en courbe en survie. Eh bien, si vous avez votre grade nutritionnel A, vous avez une meilleure survie que si vous avez un grade nutritionnel D, ou enfin 0, c'est pas A, c'est 0 à 4. Donc le 0 est ici, une très bonne survie, comparativement au 4 qui n'a pas une bonne survie. Et vous l'avez, que ce soit en global ou que ce soit dans le gastro-œsophagien ou dans la tête et le cou ici. Et vous pouvez le décliner dans tous les cancers, vous allez trouver la même chose. Maintenant, parlons du troisième item nutritionnel qui avait été identifié par les experts internationaux, la sarcopénie. Dans le texte de ces experts, c'était sarcopénie. Mais on parle de sarcopénie ou de raréfaction musculaire, parce que la sarcopénie, c'est à la fois de la raréfaction musculaire et de la fonctionnalité, du grip, du tabouret, de la force musculaire. Dans toutes les publications de cancérologie, la majorité, je ne dis pas toutes, mais la grande majorité, et notamment celles publiées par les Canadiens, on parle de raréfaction musculaire, c'est-à-dire de quantification de kilogrammes de muscles dans le corps qui permet d'identifier un risque de quoi? Un risque de moins bonne survie lorsqu'on traite le cancer. Effectivement, c'est comme ça que les premières publications ont été faites. Elles ont été faites dans le cancer du sein, elles ont été faites dans les tumeurs solides, gastro-intestinales et respiratoires pour ce papier. Je vous en montrerai un, il y en a pléthore maintenant dans la littérature, qui montre que rétrospectivement, pour des patients qui avaient été inclus dans des essais thérapeutiques, eh bien, lorsqu'on prend les patients rétrospectivement inclus et qu'on calcule rétrospectivement en fonction des scanners initiaux qui ont été faits leur kilo de masse maigre, eh bien, ceux qui avaient, je dirais, plus de raréfaction musculaire, alors là, ici, la courbe, c'est pas de raréfaction musculaire, et ici, raréfaction musculaire, dans la courbe basse, eh bien, on voit très nettement, on aperçoit très nettement une différence de survie, et on voit qu'il se passe quelque chose. Alors évidemment, c'est d'autant plus vrai que le patient est obèse. Pourquoi? Parce qu'un patient obèse, c'est un patient dont le calcul, comme les autres patients d'ailleurs, toute chimiothérapie est calculée à la surface corporelle. Mais un patient obèse, il a un calcul de la surface corporelle est plus importante, donc il a une dose de chimio assez élevée. Cette dose de chimio, elle va être éventuellement plus toxique si vous avez une sarcopénie que si vous n'en avez pas. Est-ce que c'est le mécanisme, la toxicité liée à la sarcopénie? Eh bien oui, maintenant, si vous êtes connecté, si vous vous intéressez à la nutrition, donc vous avez cette information, vous la connaissez. Voici de nombreuses publications et qui continuent à être publiées partout dans la littérature et que vous verrez d'ailleurs, j'en suis sûr, dans toutes les maladies chroniques, ça va dépasser largement le cancer. En fait, lorsqu'il y a une sarcopénie, une raréfaction musculaire, eh bien il y a significativement plus de toxicité que s'il n'y a pas de sarcopénie en jaune. Et pourtant, tous ces patients ont le même calcul de chimiothérapie à la surface corporelle. Et on voit bien qu'ils se différencient très nettement, de façon rétrospective malheureusement, en termes de toxicité. Total des courses, les doses de chimiothérapie sont arrêtées plutôt à cause des toxicités et ils ne bénéficient pas du traitement complet et donc ils ont une moins bonne survie. J'espère que le message est clair. Si on veut éviter cette perte de poids et ne pas attendre, parce que finalement on se dit, est-ce qu'on ne ferait pas mieux traiter les patients plus tôt? L'équipe internationale avait dit, le poids, on est d'accord, la raréfaction musculaire, la perte de poids, l'IMC sont importants, mais aussi on a l'impression qu'il se passe quelque chose avant. Alors finalement, la physiopathologie, c'est quoi? Si on veut réfléchir à la physiopathologie de la perte de poids, avec un peu de bon sens quand même, tous ceux qui sont dans la clinique, qui sont des cliniciens, avec un peu de bon sens, il y a un seul facteur commun qui est quasiment présent, évidemment pas dans 100%, mais dans 80-90% des patients que l'on prend en charge et qui perdent du poids, cancer ou pas cancer. Bon, il y a quelques maladies non cancéreuses qui ne sont pas comme ça, mais quand même, globalement, la perte de poids, elle est liée à un facteur commun, c'est la réduction des ingestats. Si vous mangez moins, vous perdez du poids. C'est assez simple quand même comme concept. Ça paraît saugrenu de dire ça, et avec du bon sens du terroir, je dirais. Mais c'est comme ça la cause. Alors après, vous pouvez décliner tout ça dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir de l'inflammation, et vous avez la perte de poids, vous pouvez avoir de l'anorexie, ça va avec la réduction des ingestats, pardon, réduction des ingestats, perte de poids. Vous avez mal, vous réduisez vos ingestats, perte de poids. Vous êtes déprimé, vous réduisez vos ingestats, perte de poids. Voilà, chaque fois, vous allez pouvoir décliner toutes les causes potentielles de la réduction des ingestats, mais à un moment donné,
vous réduisez vos ingestats. Oui, il va y avoir une augmentation des sorties, mais très souvent associée, quand même, je ne dis pas 100%, hein, mais très souvent associée à une réduction des ingestats. Si on est dans ce concept-là, on fait simple, la physiopathe. On réduit les ingestats, on a une perte de poids. Et ça arrive dans un corps qui est comment? Ben, qui est avec ou non de raréfaction musculaire ou de la sarcopénie, selon l'évaluation que vous ferez, avec ou non des réserves énergétiques. Et donc avec des pronostics et des toxicités différentes, et différentes selon les patients, bien évidemment. Et donc, à ce moment-là, on se dit, ah oui, mais alors attendez, là, si on part sur un concept comme ça, il va falloir prendre en charge tous les malades. Alors, effectivement, on peut se dire, la réduction des ingestats, il faut des outils peuvent exister assez simples. Et un des outils qui est aujourd'hui, il me semble, vraiment important à utiliser, c'est l'échelle verbale des ingestats. J'insiste sur le verbal. Il a été publié le visuel et le verbal. Le verbal a l'intérêt d'être simple à utiliser, sans outils à transporter, et vous pouvez le faire partout, les mains dans les poches. La question est extrêmement simple. Euh, Par rapport à d'habitude, lorsque vous n'étiez pas malade ou avant la maladie, combien vous mangez aujourd'hui? 0 c'est rien, 10 c'est comme d'habitude. Et le patient, son conjoint, discute, son aidant, discute et vous propose un chiffre qui vaut ce qu'il vaut. Il est bien, il n'est pas bien, on va le voir maintenant. Voilà un travail qu'on a mené et qui a été publié dans Clinical Nutrition en 2018, je crois, ou je ne sais même plus, assez récemment. Dans notre base de données, on avait 4362 patients qui ont été dépistés. Vous avez ici les raisons d'exclusion de ces patients. On en a gardé 1762 qui ont été inclus. On a enlevé évidemment tous les compléments nutritionnels, toutes les nutritions artificielles, et on a gardé tous les patients pour lesquels on a pu avoir un score et une enquête nutritionnelle sur un jour donné. C'est sûr, ce n'est pas l'enquête sur 3 jours, c'est très critiquable. Bon, peu importe. Je dirais que globalement, ce qui est rassurant, c'est quand un patient vous donne un score, un patient, son aidant, son conjoint, son proche, vous donne un score des ingestats. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien corrélé, très bien, pas trop mal corrélé, aux apports réels évalués par l'enquête alimentaire. Évidemment qu'il y a des écarts assez larges, évidemment que ce n'est pas parfait, mais je rappelle que l'intérêt de cet outil pourrait être un outil de dépistage. Un outil de dépistage se veut un outil simple, facile d'utilisation, que l'on peut répéter aisément, qui n'a pas pour objectif de faire une évaluation de l'état nutritionnel. C'est un outil de screening, de dépistage simple à réaliser dans les services. Et en l'occurrence, c'est intéressant de voir que cet outil très simple permet d'avoir quand même une assez bonne corrélation avec les calories ingérées. Et on voit que quelqu'un qui mange moins de 3 se situe autour de 10 kilocalories, que quelqu'un qui mange autour de 9-10 est à 25, entre 25 et 30 kilocalories, c'est plutôt rassurant. Alors, et globalement, lorsqu'on regarde finalement, puisqu'en cancérologie, on a des seuils publiés qui nous disent qu'il faut au moins manger 25 kilocalories pour ne pas être dénutri, eh bien, 25 ou 30 selon les types de tumeurs, mais disons 25 pour faire large, eh bien, on se rend compte que lorsque l'échelle des ingestats est inférieure ou égale à 7, eh bien, 80% des patients mangent en fait moins de 25 kilocalories. Donc, à mon avis, il me semble, avec du bon sens, que s'ils mangent moins de 25 kilocalories, et si jamais ils mangent moins de 25 de façon répétée, eh bien, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Il va se dénutrir, ce patient-là, possiblement. Donc, c'est un patient à risque qu'il va falloir peut-être prendre en charge. Est-ce que c'est corrélé à la perte de poids? C'est une autre question. Si on est dans un dépistage en amont, on a des patients probablement qui mangent moins et qui n'ont pas encore perdu de poids. Et puis l'outil n'est pas fiable à 100%, donc on va avoir une perte. Seulement, on a quand même regardé par curiosité si les gens qui étaient dépistés avec une échelle verbale inférieure ou égale à 7 avaient une bonne corrélation sur la perte de poids. Ben quand même, il y a 71% des gens qui ont une perte de poids supérieure ou égale à 5%. Donc oui, on n'a pas de balance, on est embêté, on fait une échelle des ingestats, on peut dépister assez rapidement, ça peut aider à screener. Bien. Alors, depuis toutes ces données, très récemment ont été publiées, la Haute Autorité de Santé a publié des critères de dénutrition et le GLIM, au niveau européen, a publié aussi dans différentes revues des critères de dénutrition avec l'ESPEN, avec toutes ces recommandations. Aujourd'hui, on a 2 items qui sortent du lot et qui disent, voilà, en faisant simple, on dépiste la malnutrition, on est à risque par des échelles validées, et on fait une évaluation avec un critère phénotypique et un critère étiologique. On a quelque chose qui est plutôt homogène au niveau mondial et au niveau français. La Haute Autorité de Santé a suivi ces textes. Et donc, c'est plutôt rassurant. L'élément central pour nous en cancérologie, c'est que le critère étiologique, c'est le cancer rentre dans les critères étiologiques. Vous noterez que la réduction des ingestats est ici, mais qu'en soi, ça n'a pas d'importance puisque le cancer est de fait un critère étiologique, vous le verrez dans la liste détaillée
de l'article si vous le souhaitez. L'élément phénotypique, c'est la perte de poids ou la réduction de la masse musculaire ou un faible index de masse corporelle. Donc, vous voyez que pour évaluer la dénutrition, il vous faudra en cancérologie un cancer ou de la perte de poids, ça marche très bien. Et un outil de dépistage. Voilà, dans les outils de dépistage, on a alors le détail des critères phénotypiques. Vous avez ici donc une perte de poids de 5% dans les 6 derniers mois. C'est là où on est encore schizophrénique, hein, puisque l'HAS va retenir des critères de 5% en un mois ou 10% en 6 mois, ce qui évidemment pour vous est essentiel pour coder de la T2A, sauf que ce n'est pas des critères de prise en charge. Les critères de prise en charge, ils sont ici. C'est 5% en 6 mois. Vous avez déjà une prise en charge, vous considérez votre patient dénutri. L'index de masse corporelle, moi, personnellement, en dehors des personnes âgées qu'on utilise, j'utilise peu l'IMC, personnellement, je reconnais qu'il existe, mais voilà. Et puis, en ce qui concerne la réduction de la masse musculaire, si vous avez du temps, n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir que la prévalence de la dénutrition et des risques nutritionnels est très importante et que dans l'équipe ici, malgré une équipe solide, nombreuse, il est illusoire et inutile pour nous de faire de la masse musculaire pour l'instant. Un jour, probablement, ce sera utile. Pour l'instant, on a des essais qui sont en cours. Pour le reste, j'avance. Si vous voulez faire de la raréfaction musculaire, dans cet article, vous avez des outils très importants qui ont été validés, comme l'ADEXA. Il vous donne les outils que vous pouvez utiliser, le scanner, l'ADEXA, l'impédance-métrie, tout ça, si vous voulez l'utiliser. Vous pouvez, en suivant ces recommandations, ce sont quelques exemples. À noter que l'échelle des ingestats dont je vous ai parlé, verbale, n'est pas dans les outils de screening reconnus par le GLIM, je vous le signale, sauf que la réduction des ingestats est systématiquement intégrée dans tous les outils proposés pour le screening, sauf que ce sont des outils un peu plus compliqués à utiliser. Or, la prévalence, voilà, la prévalence, elle est importante. Il y a peu de données sur la prévalence. Il se trouve qu'on a publié un article en 2017 qui est passé, qui est plutôt qui n'est pas obligatoirement passionnant sur les organisations, mais dans lequel nous avons mis des chiffres très précis sur la cachexie, la pré-cachexie et l'absence de cachexie. Et dans la pré-cachexie, nous avions intégré la réduction des ingestats comme quelque chose qui nous semblait évident à prendre en charge. Et là, aux surprises, vous avez 70%, plus de 70% des patients qui sont ou cachectiques ou pré-cachectiques avec réduction des ingestats. Et là, ça ne donne pas la même voilure à la prise en charge, évidemment. Et alors, du coup, on se dit, oula, comment je vais intégrer la raréfaction musculaire? Ben oui, soit vous ne le faites pas, soit vous faites des choix stratégiques de lieu de travail, soit vous sacrifiez des unités. Il me semble, pour nous, que l'important est de prendre en charge les gens. La perte de poids, c'est une chose. Lorsqu'elle est trop importante, on est trop en retard. Mais être en amont dans la prise en charge nous semble, dans l'anticipation, un élément central dans la prise en charge du cancer. Mais évidemment, on manque d'études. Hein. Ce sont des données de bon sens qui me semblent assez logiques. Si on ne mange pas, on va se dénutrir. Et si on se dénutrit, on va mourir à un moment donné. Ouais, il n'y a pas d'études randomisées, c'est vrai. Je reconnais et on va avoir du mal à en avoir, hein, je vous le dis de suite. Hein. Sauf que, je mettrai un bémol. Sur une étude randomisée, j'attends la publication, je ne l'ai pas vue, mais il faut redemander au professeur Ebuterne où il en est. Ils ont quand même fait dans un travail magnifique, un protocole qui s'appelle chimiodiète, dans les cancers colorecto métastatiques, une étude randomisée dans laquelle on randomise le conseil diététique dès le départ, avant même qu'il y ait de la réduction des ingestats, avant même qu'il y ait de la perte de poids. La diététicienne est randomisée et comparée au bras sans support nutritionnel d'emblée. Pour des patients métastatiques qui n'avaient pas perdu de poids et qui étaient sous chimiothérapie, les mêmes chimios pour tout le monde, eh bien, le critère principal était la toxicité. Eh bien, le groupe avec conseil diététique a significativement moins de toxicité grave. Et de façon à la limite de la significativité, le petit p est à 0,064, je crois de mémoire. Et il me semble qu'on est à la limite de la significativité pour la survie. Et donc, on a vraiment quelque chose là. On est en train de voir que si on prend plus tôt les malades, on change la pratique. On a monté un essai actuellement qui est en cours pour le cancer du pancréas. Et en pratique quotidienne, avec mon collègue ici, avec l'équipe avec qui je travaille, on est très agressif très tôt. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à mettre des gastrostomies très précocement. Et plus la tumeur va être agressive, en fonction du projet thérapeutique, plus on va être agressif dans la nutrition, avec des patients, et ce n'est plus rare maintenant,
On a des patients, par exemple, avec des cancers du pancréas, qui ont des métastases qui évoluent et qui sont en très bon état général parce qu'ils ont une nutrition qui a été mise d'emblée avec une gastrostomie très précoce. Et donc, vous voyez, le problème, c'est qu'on manque d'études randomisées, bien évidemment, et qu'il en faudra. Mais quand vous traitez des patients, eh bien, vous faites comme vous pouvez pour les aider quand vous avez assez de les voir se dégrader et que vous courez après la prise en charge, eh bien, vous changez votre fusil d'épaule, vous les prenez plus tôt dans la démarche. Alors, évidemment, quand on a vu les enjeux de la dénutrition, ben on y est en plein dans les enjeux. Les enjeux, ils sont là. C'est-à-dire comment vous êtes-vous organisé dans vos unités pour prendre en charge l'ensemble de ces patients. C'est ça les enjeux de la cancérologie. Sauf que pour les rendre lisibles, ces enjeux, il faut qu'il y ait un plan de soins personnalisé, adapté et cohérent avec le patient. Ce n'est pas la peine de faire cette prise en charge lourde si on est en fin de vie alors qu'il n'y a plus de soins oncologiques. Il faut être d'accord sur les objectifs à atteindre. On va les revoir tout à l'heure, les objectifs. Il faut qu'on soit bien d'accord. C'est un enjeu nutritionnel, mais ce n'est pas obligatoirement un objectif nutritionnel. J'espère que je me fais comprendre et nous allons en reparler. Alors, on n'aura pas le temps, je pense, de faire tous les plans personnalisés de soins, mais il y a aujourd'hui des publications existantes, enfin il y a des recommandations de 2012 qui sont gratuites d'ailleurs, d'accès gratuit sur le réseau NACRE, N-A-C-R-E, NACRE Cancer, vous mettez sur Internet, vous accédez au réseau NACRE sur le site et vous avez un onglet à droite en haut, pendant le cancer, vous cliquez dessus et vous verrez pendant les traitements de la prise en charge, vous recliquez dessus dans le menu déroulant et dans ce menu déroulant à droite, vous pourrez descendre sur la feuille et vous verrez tous les PPS et les plans personnalisés de soins proposés. L'important, c'est ça finalement, c'est se dire comment est ma voiture aujourd'hui, comment est mon bonhomme aujourd'hui, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est en pleine forme, musculairement bien développé, il mange bien, il n'a pas de perte de poids, il a de bonnes réserves, est-ce que c'est un vieux papy fatigué qui n'a pas de muscles, et puis quel va être mon plan de soins, est-ce que c'est un vieux papy, mais j'ai juste une petite mamie, mais qui a juste un petit cancer du sein, qui va avoir une petite chirurgie toute simple de résection, et puis c'est fini, il n'y aura rien d'autre, ben ça peut le faire. Ça peut le faire très bien. On ne va pas engager un traitement lourd nutritionnel. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en pleine forme, qui part en pleine forme, mais qui n'a pas de réserve, parce qu'il est en pleine forme, il n'a pas de réserve énergétique, et il va avoir un traitement extrêmement lourd avec de la chirurgie, de la radiochimiothérapie, qui peut à un moment donné se trouver dans de grandes difficultés pendant son traitement. Vous voyez. Donc il faut rendre ce soin nutritionnel cohérent par rapport à la prise en charge cancérologique. Alors l'extrême, évidemment, c'est le cancer de la tête et du cou. Je prends cet exemple parce que je dirais qu'il est simple et facile. Il faut regarder la littérature. Alors, on a peu de temps, je vais essayer de faire simple, sans aller trop vite. La situation post-opératoire des cancers de la tête et du cou. Vous opérez un cancer ORL. Il est opéré, vous allez faire des rayons et de la chimiothérapie. Deux grands essais qui existent, qui font référence dans le monde entier. Tout le monde utilise encore ces essais dans le monde entier. Publiés par des Suisses, Bernier, par Cooper en américain, une équipe américaine. À peu près les mêmes doses de rayons et de chimiothérapie, avec du cisplatine 100 mg/m² 3 fois et de la radiothérapie. Ça vous paraît compliqué, vous êtes nutritionniste, eh bien, si vous devez travailler dans une spécialité de cancérologie, il vous faut à tout prix connaître votre spécialité. Si vous devez travailler dans une spécialité de neurologie, il vous faut à tout prix connaître votre spécialité de neurologie. Vous n'êtes pas nutritionniste, vous êtes cancérologue, vous vous êtes connecté. C'est un grand plaisir de vous avoir. Il faut que vous appreniez à gérer vos problèmes nutritionnels et à identifier les complications que vous pouvez rencontrer pour pouvoir faire vos traitements dans de bonnes conditions. Donc, le plan de traitement est assez simple. On a la chirurgie, on a 8 semaines de délai pour faire la radio et la chimiothérapie, avec 3 fois de la chimiothérapie mis en place, avec un objectif de survie. Très clairement, c'est de la survie. On est en situation curative. On ne parle pas de qualité de vie. Les patients, on s'en fout s'ils aiment la sonde ou s'ils n'aiment pas la sonde. Le problème là, c'est de faire de la survie. Donc, on gagne à peu près 15%. Vous avez ici 15% de survie à 3 ans en progression locale. Et ici, dans l'essai de Bernier, et vous avez à peu près la même chose chez Cooper, dans le public, dans le New England, les deux essais. Donc, on est en survie. Sauf qu'il y a des toxicités graves et un nombre, quand même, excusez du peu, un nombre très important et surtout très aléatoire. Selon que l'on a, on regarde les deux études, on a des différences très importantes entre la radiothérapie, on a 20% de toxicité, de 20 à 35%, et en radiochimiothérapie de 40 à 80% quasiment de toxicité grave. Quand je dis grave, c'est qu'on ne peut pas manger, on a très mal, on est incapable de manger, à part de manger liquide ou de l'eau, on ne peut rien faire. Il y a même la vie qui était mise en danger pour les toxicités graves. Et le grade 5, on meurt. Donc, excusez, c'est vraiment une toxicité très grave que l'on a. Et donc, pour expliquer ces effets, eh bien, en fait, la seule explication qui tient la route pour deux essais identiques, c'est la localisation.
C'est-à-dire que ce sont des tumeurs qui ne sont pas les mêmes. En fait, malgré, quand on regarde le détail des tumeurs incluses, eh bien, on se rend compte qu'on a chez Bernier des tumeurs du larynx, alors que chez Cooper, on n'a aucune tumeur du larynx. De fait, je reviens de cette diapositive après, les tumeurs du larynx, c'est des tumeurs qui sont assez basses. La radiothérapie est donc en bas, ici. Elle ne touche pas le goût, elle ne touche pas l'odorat, elle ne donne pas des aftes dans la bouche, qui sont extrêmement douloureux, avec lesquels on ne peut pas manger, et que l'on rencontre par contre lorsqu'on traite des tumeurs du nasopharynx, lorsqu'on traite des tumeurs de l'oropharynx ou de l'hypopharynx. Je reviens en arrière. Alors, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est une vue de l'esprit de Pierre Assonès? Mais pas du tout. Si vous regardez la littérature, au hasard des mots que vous mettrez sur Medline, vous regarderez les tumeurs traitées de l'oropharynx localement, c'est un article pris au hasard. Lorsque vous faites une radiochimiothérapie, les mucites sont présentes dans 80%, 8 patients sur 10 sont des mucites graves, de grade 3. Lorsque vous faites des chimiothérapies dans le larynx, vous avez à peine, c'est déjà beaucoup, mais enfin, vous avez des toxicités de grade 3, 4 dans 36%, est-ce que les pourcentages, c'est entre parenthèses le nombre, 26%. Donc, on est dans quelque chose qui est très différent. Évidemment que la prise en charge, est-ce qu'ils sont à risque? Je ne vais pas parler de poids là, dans ces patients. On parle du plan, c'est le plan extrême. C'est-à-dire, c'est le traitement du cancer, je vais passer ça, qui fait le plan de soins nutritionnels. Ce n'est pas la nutrition qui fait le plan de soins. Et ça, c'est quand même très important à intégrer dans la démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que vous ayez la connaissance du plan de soins et du scénario qui va arriver. Et ce scénario, on peut l'anticiper, à condition que vous connaissiez l'histoire. Et l'histoire, on la connaît. On inclut un patient en radiochimiothérapie pour une tumeur ORL. Si la tumeur ne touche pas le larynx, vous aurez 80% de toxicité grade 3-4 grave, et donc autant ne pas attendre. C'est même pas la peine d'attendre la réduction des ingestats. Équipez votre patient pour qu'il ait le moins de problèmes possible. Et le main goal, l'objectif principal, c'est en rien la nutrition. À aucun moment on a parlé de peau et de nutrition. C'est la survie. Et attention, parce que là, il faut que le soin nutritionnel soit parfait. Parce que l'objectif, c'est la chimio-radiothérapie. Ce n'est pas la nutrition. La nutrition, elle va aider à faire la radiochimiothérapie. Si à un moment donné, vous dites, je mettrai du parentéral s'il ne s'en sort pas et qu'il fait une infection, eh bien, vous aurez pénalisé votre patient en survie. C'est quand même un vrai problème. Donc, je conclurai là-dessus, parce qu'il me reste 7 minutes. J'ai un petit peu de temps pour prendre là-dessus la discussion. Je dirais que la conclusion des enjeux nutritionnels, sans décliner tous les plans personnalisés de soins en cancérologie, c'est dire, voilà, vous avez un patient qui a, pardon, j'ai un truc à faire au milieu là, qui a un support nutritionnel qui va aider à la prise en charge pendant son parcours de soins. Vous avez donc un projet personnalisé de soins. Quel est votre soin oncologique et comment vous pouvez, si possible, soit prévenir la réduction des ingestats, le cas de l'ORL et le cas extrême, ou traiter dès le plus tôt possible la réduction des ingestats pour limiter la perte de poids dont on sait qu'elle est un facteur de mauvais pronostic. Et si vous pouvez, éventuellement, vous savez que la réserve énergétique est plutôt protectrice, c'est bien, ne vous amusez pas à faire maigrir les patients au moment des traitements du cancer, ça c'est pas une bonne idée. Et puis la sarcopénie ou la raréfaction musculaire, est-ce que ça a du sens? Eh bien aujourd'hui, je suis embêté de vous répondre parce que moi, avec 70% de patients qui sont ou dénutris ou à risque de dénutrition, j'ai guère le temps de m'occuper de la perte musculaire, sauf dans des essais. Il faut que vous ayez aussi, je dirais, on est dans des équipes pluriprofessionnelles. On a des diététiciens, on est médecin, nutritionniste, on est oncologue. On a des équipes avec nous. S'il vous plaît, ne travaillez pas de façon individuelle. On sait que dans la santé, on a tendance à travailler individuellement, pensant que nous faisons tous bien, et je suis sûr que tout le monde fait bien. Cependant, dans un collectif, l'idéal, c'est quand même de pouvoir dépister le plus de malades possible et les prendre en charge si possible, de façon les plus homogènes possible. Et pour être homogène, il faut avoir tous un discours à peu près cohérent, tous à peu près le même. Donc voilà, par exemple, dans l'étude de 2017, dont je vous ai mis la référence, nous avions mis un type de protocole selon les recommandations qu'on a fait, et qu'on fait toujours d'ailleurs, aujourd'hui dans l'équipe. Donc on dépiste avec l'échelle des ingestats, on regarde le statut nutritionnel du patient, on regarde le statut nutritionnel du patient, est-ce qu'il est dénutri, est-ce qu'il n'est pas dénutri ou est-ce qu'il est à risque ou dénutri. Et puis on regarde son traitement oncologique.
Est-ce qu'il est, là c'était pour l'oncologie médicale, il n'y a pas la chirurgie. Est-ce qu'il a une chimiothérapie curative? Est-ce qu'il a une chimiothérapie palliative? Est-ce qu'il a une chimiothérapie palliative avancée? Ou est-ce qu'il est sans chimiothérapie? On peut être en palliatif avancé avec chimio ou sans chimiothérapie. Et puis, il est à risque ou dénutri. Et puis là, on a des patients, la tête et le cou, d'emblée là, puisqu'ils sont à risque. Hein, mais vous avez tout le reste de l'oncologie médicale qui peut être dénutri ou à risque aussi. Et là-dedans, vous avez finalement tous nos soins nutritionnels qui sont déclinés. Donc, est-ce qu'on fait un conseil diététique? Oui, non. Est-ce que je mets une diététicienne, un nutritionniste pour aller voir le patient? Quel temps elle va passer avec ce patient? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'elle propose? Parce que tout le monde a envie de proposer quelque chose. Est-ce qu'il faut proposer quelque chose? Est-ce qu'il faut mettre des compléments nutritionnels? Est-ce qu'il faut manger équilibré avec les recommandations de prévention nutritionnelle? Est-ce qu'il faut modifier les textures en cas de chimiothérapie? Est-ce qu'il faut enrichir l'alimentation ou manger plaisir? Est-ce qu'on met des immunonutriments ou est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'il y a une nutrition artificielle ou est-ce qu'on n'en met pas? Et est-ce qu'on fait un suivi? Avec le détail, les petits 1, les petits 2, vous regarderez tout ça, les diapositives, je les ferai passer à Aurore, bien sûr, et vous regarderez tout ça si vous ne l'avez pas. Et vous voyez que tout ce tableau, évidemment, on essaie de l'appliquer du mieux possible dans l'équipe, et tout le monde est censé faire pareil. Bon, prenons l'exemple de la chimiothérapie curative. Eh bien, on a un conseil diététique potentiel, oui, avec soit de l'alimentation équilibrée selon le WCRF en prévention du cancer, manger des fruits et légumes, moins de viande rouge, manger des légumineuses, etc., etc. Soit de l'alimentation à texture modifiée si on a des mucites associés. Mais normalement, puisqu'on n'est pas dénutri, on n'est pas à risque, il n'y a pas lieu de mettre de l'alimentation enrichie. Il n'y a pas lieu de faire de l'alimentation plaisir, c'est pas la place. Il n'y a pas lieu de mettre des compléments nutritionnels non plus. Il n'y a pas lieu de mettre des immunonutriments, des nutritions artificielles. Vous voyez, donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a regardé selon les recommandations et qu'on essaie d'appliquer globalement. Ça permet aussi de permettre à tout un chacun d'avoir un niveau, une prise en charge, le plus petit dénominateur commun, d'une prise en charge correcte. Je ne vais pas décliner tout le tableau dans le détail, ce n'est pas l'objet du topo. Alors, les plans personnalisés de soins, on va les passer, vous les aurez sur le réseau NAC, je n'aurai pas le temps dans les 3 minutes restantes de vous les décliner, et vous les avez, vous les connaissez, ce n'est pas l'objet du topo, mais ce sont les enjeux nutritionnels. Je voudrais vous passer les 3 minutes qui me restent sur les perspectives dans les maladies chroniques. En fait, la nutrition n'est plus seule. C'est une évolution inéluctable vers des approches combinées en soins de support. Je crois que ça, c'est un élément important. Et vous voyez ici pour les soins de support, en fait, si vous imaginez la nutrition dans ces différentes pathologies, vous dites, mais oui, en fait, on y est là. On est en chirurgie préopératoire, on a des indications l'immunonutrition potentielle, la dénutrition préopératoire. On est en oncologie, on l'a vu, en chimiothérapie palliative, on a la place en nutrition. On est aussi dans la radiothérapie. Et puis là-dedans, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Et quand on prend l'exemple des voies aérodigestives supérieures, en situation curative, dans mon établissement, c'est bien de regarder dans sa porte. Notre objectif en curatif, je le répète, et je le répéterai tout le temps, c'est un objectif de survie. Les soins de support ne sont pas à disposition, ils sont imposés. Le patient n'a pas le choix des soins de support. Ça fait partie du packaging de prise en charge. La radiochimiothérapie, la chirurgie, la radiochimiothérapie vont avec l'ensemble des soins de support qui sont imposés au patient. Le patient peut refuser la chimiothérapie, il peut refuser la radiothérapie, il peut refuser la chirurgie, il peut refuser les soins de support. Mais le packaging de base, c'est ce que vous avez à gauche. Le packaging de base, quand le patient rentre là, il a évidemment les nutritionnistes, c'est évident, mais il a aussi le dentiste, les addictions, les AS, les assistants sociales, l'éducation thérapeutique, le kiné, l'algo selon les besoins, le psychologue selon les besoins, avec des prises en charge à l'extérieur aussi, qui se poursuivent. Et la nutrition, elle est selon notre protocole de management que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, c'est la situation curative coordonnée sur l'ensemble des soins de support. Pour un patient plus évolué, en situation palliative, on a un objectif de qualité de vie et de bien-être. Je ne vous parle pas de soins nutritionnels, je vous parle de qualité de vie et de bien-être. Le soin de support, il est au choix du patient, de fait. Si c'est la qualité de vie et du bien-être, il ne doit pas y être imposé. On lui explique l'intérêt et le patient doit vous dire ça l'intéresse, ça ne l'intéresse pas. La chimiothérapie, elle pourrait être au choix du patient. C'est une vraie question. Et quand on regarde les études randomisées dans les soins de support comme TEMEL, vous vous rendez compte que le groupe qui a des soins de support précoces avec une équipe dédiée de soins de support, eh bien, les patients font 4 mois de moins de chimiothérapie que les autres. Et donc, ce n'est pas par hasard que j'ai mis le point d'interrogation, c'est pour être un petit peu provocateur, bien sûr, là-dedans, et que les oncologues éventuellement connectés m'excusent par avance de cette provocation. Dans notre centre, on va proposer de la S, des kinés, de l'algo, de la psycho, de l'EMAST, de la nutrition, bien évidemment, potentiellement. Tout ça, c'est intégré.
mais c'est aussi au libre choix du patient. On va lui proposer ce qui peut l'aider pour améliorer sa qualité de vie. Je conclurai là-dessus, il ne pourrait plus que 10 secondes, c'est bon. Je dirais que la nutrition, c'est aujourd'hui pour moi, ça reste, j'espère que ça l'est pour tout le monde, c'est de l'anticipation. On ne peut plus attendre que le patient ait perdu du poids. C'est impossible de faire remonter le poids chez des gens qui prennent, qui certes bénéficient de chimiothérapie, mais qui en même temps sont quand même très lourdement impactés par les traitements que l'on fait. Donc très difficile de reprendre du poids derrière, et donc plus on va anticiper, à mon sens, plus on sera performant. Évidemment que l'anticipation nécessite d'utiliser des outils simples, mais ces outils, ils dégagent et ils montrent une prévalence de patients à prendre en charge qui est très élevée en fait dans nos institutions. Et donc, il faut des outils de screening qui aillent vite. Il ne faut plus faire des fiches alimentaires qui durent 3 plombes pour ces patients. Il faut gagner du temps. Et il faut intégrer la nutrition, dans mon sens, dans un projet de soins cancérologiques cohérent avec tous les acteurs de soins de support. Ça veut dire qu'il faut réellement aujourd'hui changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne peut plus attendre le patient, on dépiste, on fait juste la nutrition. Il faut que l'oncologue à la base, le radiothérapeute à la base, dès qu'il voit le patient, il pense à intégrer l'ensemble de soins de support et il dit au patient, monsieur, vous ne viendrez plus pour 5 minutes. Jusqu'à maintenant, c'était monsieur, vous allez venir, la radiothérapie sera facile, vous aurez 5 minutes de rayon. C'est fini. On change de paradigme. On change de paradigme et on dit au patient, monsieur, vous venez pour un traitement, on va vous prendre en charge. Et vous aurez, quelquefois, vous aurez resté une demi-journée pour la nutrition, l'activité physique, la douleur, le dentiste, le machin. Voilà. Et ça, c'est un changement vraiment de pensée dans la prise en charge des patients. Et à mon sens, je pense que c'est un vrai changement de pensée aussi pour les maladies chroniques. Voilà, je suis à peu près dans les temps, je crois. J'avais mis le chronomètre sur mon bureau. C'est parfait. Merci Pierre. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. On a eu des questions déjà. Alors, je vais te donner une petite question qui se rapporte au tout début de ton exposé. Si tu peux rappeler la différence entre sarcopénie et raréfaction musculaire. Entre sarcopénie et raréfaction, alors la raréfaction musculaire, c'est la quantité de muscle. Et la sarcopénie, c'est à la fois la quantité de muscle et la fonctionnalité du muscle. Et pour la fonctionnalité, moi je suis bien incapable de faire une évaluation correcte de la fonctionnalité, c'est vraiment pas mon job. Mais par exemple, le hand grip, qui fait la force musculaire, c'est de la fonctionnalité. Le signe du tabouret, c'est-à-dire, je vous verrai des évaluations de gériatres qui mettent les patients sur des tabourets, qui les font lever 10 fois d'affilée, ça c'est de la fonctionnalité. Ceux qui font aussi les tests de 6 minutes de marche, c'est-à-dire que vous marchez une quantité le long d'une ligne pendant 25 mètres aller-retour, pendant 6 minutes, et vous regardez la quantité la distance de marche. Ça aussi, c'est la fonctionnalité. Et donc, c'est complémentaire l'un de l'autre. Vous pouvez être très musclé, paraître très musclé et avoir très peu de fonctionnalité, et à la fois avoir beaucoup de fonctionnalité et être peut-être avec un peu moins de muscles que ce que vous attendriez. Alors, je crois que c'est l'un et l'autre. Ce qui est publié en cancérologie énormément, c'est la raréfaction musculaire, identifiée par scanner. C'est la quantité de muscles. C'est les kilos de muscles. Voilà. D'accord, très bien. On a deux questions qui se ressemblent un petit peu. Qu'est-ce qu'une diététicienne qui demande qu'est-ce que je peux dire à un médecin qui interdit le lait et les produits laitiers à un patient dénutri qui a un cancer? Et puis pareil, une diététicienne qui exerce en Tunisie et qui a constaté que bon nombre de ses patients, soit de leur propre initiative, soit sur les conseils de leur médecin, arrêtent les produits laitiers et la viande pendant un cancer. Alors là, il va falloir intégrer quand même, justement, c'est les enjeux du support nutritionnel, il est typiquement là, c'est-à-dire que, enfin typiquement, en partie là. C'est-à-dire qu'on a un conseil à donner, on sent bien qu'il y a des écarts dans l'alimentation qui posent problème. Ces écarts d'alimentation n'ont pas les mêmes répercussions que vous soyez dans une maladie palliative ou palliative avancée que si vous êtes en curatif avec un objectif de traitement curatif et avec une prise en charge dans l'après-cancer qui sera importante. Je crois que là, il y a quand même une pondération du message à donner par les professionnels de la nutrition qui doivent adapter à l'état du patient. Alors, pour faire simple, je dirais qu'un patient, le plus simple, c'est le palliatif avancé, c'est-à-dire le patient pour lequel la maladie est de toute façon évoluée et ne guérira pas, quoi qu'il arrive. Je crois que là, on est dans le bien-être, on n'est pas là pour amener de l'angoisse. Si ça lui fait plaisir de ne pas prendre de lait, si ça correspond à sa façon de penser, s'il n'a pas envie de prendre ci ou ni, moi, ça m'est égal. S'il fume, c'est pas grave non plus. S'il boit de l'alcool, c'est pas grave non plus. Ça n'a guère d'importance. Ça ne va pas changer son devenir. Et je vais amener du stress chez ce patient, peut-être inutilement.
Ça vaut aussi pour les plantes, pour tout ce que vous voulez, ou l'homéopathie, dans cet état de soin. Malheureusement, on ne peut rien changer à l'évolution de la maladie, donc c'est pas la peine de générer des angoisses et à vous de perdre du temps, parce que derrière, il y a aussi du temps impacté pour vous. Quand lorsqu'on est en situation curative, là par contre, ça pose un réel problème. C'est-à-dire que quand un médecin vous dit ne prenez pas de lait, ben, ça veut dire que ce médecin n'est pas compétent. Si en plus c'est lui qui reçoit les malades et qui est le mode d'entrée, c'est très compliqué à gérer. Ça veut dire qu'il faut quand même voir le médecin et peut-être arriver à discuter avec lui, essayer de le convaincre. On ne peut pas convaincre des croyances, mais peut-être lui proposer de s'inscrire au webinaire d'aujourd'hui, par exemple. C'est une façon de, de lui montrer qu'il y a d'autres façons de faire. Il faut que les gens quand même diffusent, il faut que tout le monde diffuse ici les recommandations de prévention. Et je vous engage à aller chercher les recommandations soit du PNNS, qui sont vraiment simples en France, soit sur le réseau NACRE, vous trouverez aussi ces recommandations, soit si vous voulez les recommandations d'origine, c'est celles du World Cancer Research Fund, c'est le WCRF. Elles sont traduites dans toutes les langues et vous pouvez retrouver les recommandations internationales sur la prévention du cancer en général. Et là, vous verrez que le laitage n'a pas de recommandations particulières. Vous verrez tout ce qui est important de savoir dans la prévention et qui doit être mis en place pour les patients en curatif de base, lorsqu'il n'y a pas à changer quelque chose dans l'alimentation, je dirais. Cette information-là va être donnée à tout le monde. Voilà. D'accord. Ça rejoint une autre question. Est-ce qu'on peut bannir les règles de l'équilibre alimentaire pour un patient cancéreux pour augmenter son poids? Ah oui, alors moi, je n'hésite pas du tout. En situation palliative, je n'hésite pas du tout, du tout. En curatif, j'essaie de limiter au maximum ce type d'information parce que ça me pose un problème après pour aller contre cette information lorsqu'il aura fini son traitement. Donc, on essaie en curatif de garder, vous l'avez vu sur mon tableau de management d'équipe, lorsqu'on est en situation curative, je ne sais pas si je l'attendais, peut-être qu'on peut y revenir sur le tableau, ça répondra à ces questions plus facilement. Là, on n'est pas dénutri, on n'est pas à risque. Là, c'est vraiment de l'équilibre alimentaire. Et je modifie les textures éventuellement. Mais lorsque je suis dénutri, et c'est la question qui est posée là, eh bien, vous voyez qu'on peut enrichir ici l'alimentation et que pour l'enrichir, effectivement, l'équipe ne va pas hésiter on va essayer de garder un équilibre alimentaire, mais s'il faut le sacrifier, on le sacrifiera. D'accord. En expliquant que c'est temporaire et que c'est une parenthèse et que l'important, c'est quand même de maintenir le poids. Très bien. Quelques mots, alors on avait fait un topo spécial là-dessus, mais quelques mots sur le jeûne thérapeutique et le régime cétogène pendant un cancer. Ah oui, alors ça c'est intéressant, ça fait partie des croyances. En fait, le jeûne thérapeutique vous avez tout un rapport là aussi sur le réseau NACRE qui est tout à fait gratuit, hein, très complet et totalement gratuit, donc profitez-en parce que vraiment c'est une mine d'or ce site. En fait, le jeûne, si vous voulez, il a été publié, c'est du marketing qui a été fait par des médecins. C'est-à-dire que des médecins ont publié des cas cliniques, quelques cas patients, et ils en ont fait une généralité, et puis ils ont ouvert une clinique où les gens peuvent aller se faire soigner en faisant du jeûne, et ils gagnent beaucoup d'argent comme ça. Donc le jeûne, en fait, pas une escroquerie, mais en fait, là, en l'occurrence, c'est tel que c'est fait, c'est une escroquerie. Les essais qui sont en cours sont des essais de faisabilité du jeûne, parce que dans le jeûne, moi, je dis toujours, le jeûne que je fais, c'est 7 heures à la nuit que je dors, c'est super, c'est magnifique. Évidemment, ça fait rigoler. Mais c'est pour me moquer un petit peu de ça, parce que dans le jeûne, il y a de tout. Vous pouvez faire du jeûne sur 2 jours, sur 3 jours. Il y a des gens qui font 4 ou 5 jours de jeûne. Il y en a qui font du régime cétogène, il y en a qui font des régimes pauvres en protéines, il y en a qui font des régimes. Enfin, il y a différentes façons de faire. Donc, du coup, on a un peu tout n'importe quoi. Et alors, du coup, on n'a aucune étude solide, cohérente, sur un jeûne qui montrerait un bénéfice réel. Et on n'en a surtout pas, et ça c'est catastrophique, on n'en a surtout pas sur la cellule tumorale. C'est-à-dire qu'on a de la faisabilité, mais on n'a aucun essai qui va analyser le métabolisme de la cellule tumorale selon le jeûne. On ne sait pas ce qu'on fait. On a nous un essai qui va démarrer, qui a été financé, qui est accepté, qui va démarrer là sous peu. On a encore une réunion de mise en place dans quelques jours, dans lequel on va faire du jeûne, pas de jeûne dans un bras, du jeûne cétogène, du régime cétogène dans un autre bras, un régime pauvre en protéines dans un troisième bras, et pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on opère le cancer du sein. C'est des femmes avec un cancer du sein très particulier, dans lequel on va les opérer à la même heure, au même moment. L'anesthésiste est d'accord, le chirurgien est d'accord. Le chercheur va venir récupérer les prélèvements de la cellule tumorale et va analyser la voie mTOR. Vous voyez que c'est très compliqué de faire de la recherche sur la cellule cancéreuse. Il y a zéro là-dedans. Et donc, évidemment, on ne peut pas considérer que le jeûne aujourd'hui est faisable.
Moi, ce que je dis aux patients, pour répondre aux cliniciens qui sont connectés, je dis aux patients, globalement quand même, et lorsque je fais de la nutrition artificielle, entérale en particulier, j'essaie de le respecter, c'est quand même de respecter le corps. C'est-à-dire qu'on fait une chimiothérapie, ce n'est pas publié ce que je vous dis, hein. C'est vraiment de la cuisine interne. Mais on fait une chimiothérapie, très souvent on a des nausées pendant 2 jours, on n'est pas bien, on est barbouillé, on vient à Val d'Orel, on n'a pas envie, dès la deuxième cure, on a les nausées de la première qui reviennent à l'idée, et les 2 jours qui suivent, on n'est vraiment pas bien. Donc je dis, si on n'est pas bien et qu'on mange, les gens ne mangent pas, naturellement, ils n'ont pas envie. Donc je ne vais pas forcer leur alimentation. Pourquoi j'irais forcer sur la nutrition artificielle en même temps? S'ils ont de l'entéral, pourquoi je vais forcer là-dedans? Donc je dis aux gens, écoutez, globalement, essayez de respecter votre corps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Voilà, et autour de la chimiothérapie, régulièrement, je fais arrêter les nutritions entérales, ou même, je ne fais pas de parentérale du tout au moment des chimiothérapies. On fait la chimio, et après, quand il reprend l'appétit, là, on pousse sur l'entéral, on pousse sur du parentéral s'il y a besoin, on enrichit l'alimentation s'il y a besoin, mais on essaie de respecter ces temps-là. Voilà. J'espère que ça répond en partie à vos questions du quotidien. Très bien. Ensuite, il y a plusieurs questions qui concernent l'activité physique, de personnes qui ont observé que les patients s'amélioraient, avaient une meilleure récupération après une chirurgie avec l'activité physique. Donc, est-ce que tu aurais un protocole ou de connaissance de protocole qui inclut l'activité physique pour préserver la masse musculaire? Non, je n'ai pas de protocole avec moi, et pour tout vous dire, je n'ai pas encore d'APA dans mon établissement. C'est amusant parce qu'on a fait la fiche de poste ce matin de la personne que l'on veut recruter ici. Et en fait, on se rend compte, quand j'ai regardé la littérature sur l'activité physique, on n'a pas de données extrêmement précises. Ce qu'on sait aujourd'hui, et le WCRF le dit très bien, et vous l'avez parlé de PNNS, c'est qu'on conseille quand même 30 minutes d'activité physique par jour. Et alors, il y a 2 items dans l'activité physique. Il y a la sédentarité et l'activité physique. C'est 2 choses séparées. La sédentarité, c'est le fait de rester assis plus de 3 heures dans la journée. Donc régulièrement, il faut se lever, marcher un petit peu. Ça ne veut pas dire faire de l'activité physique, ça veut dire ne pas rester assis tout le temps au fauteuil. Et on bouge un petit peu. Ça, c'est la lutte contre la sédentarité. C'est important que les gens entendent ça. Deuxièmement, c'est l'activité physique, c'est au moins 30 minutes d'activité physique par jour en étant essoufflé. C'est-à-dire on a du mal à parler pendant qu'on fait l'activité physique. Je ne vous cache pas que ce n'est pas si simple et que juste marcher n'est pas vraiment suffisant. Et que si vous faites vraiment de l'activité physique comme il faut, en étant essoufflé, eh bien, vous allez devoir augmenter votre activité physique dans le temps parce que votre cœur va s'adapter. C'est du cardio en fait. Et vous pouvez faire de la zumba, vous pouvez faire du jardinage, vous pouvez faire de la marche nordique, de ce que vous voulez. Mais à un moment donné, vous allez devoir accélérer le pas parce que votre cœur va s'adapter et vous devrez augmenter votre temps de marche ou votre rythme de marche pour garder cet essoufflement. La grande majorité des patients que l'on a, je dirais les 90%, ne font pas d'activité physique. Ils vous disent qu'ils bougent, ils font de l'activité physique. Mais quand vous leur demandez s'ils sont essoufflés quand ils font de l'activité physique, la grande majorité vous disent non, je ne suis pas essoufflé, mais je fais de l'activité physique. Je bouge, je fais le ménage, je fais du jardinage. Oui, d'accord, mais ça, ce n'est pas d'activité physique. Sauf si vous bêchez pendant 32 minutes par jour, ce qui est possible. Mais vous voyez, la notion là est quand même importante dans l'explication. Et ça, c'est quelque chose. Alors, oui, c'est important en périopératoire. C'est important aussi de le prendre en charge très tôt. Et ça va être bien avant le périopératoire. Aujourd'hui, un oesophage, vous faites une radiochimio. Elle va durer, avant qu'il soit opéré, il y aura 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait de ces 3 mois avant la chirurgie? Rien. Rien. On fait de la nutrition artificielle, on fait de l'enrichissement, et puis c'est tout. Les patients voient la PA 15 jours avant la chirurgie, où on les fait souffler pour leur souffle, etc., avant d'être opérés. Puis ils font un peu d'appât après. Puis terminé, il n'y a rien avant. Or, on a 3 mois à optimiser. On peut très bien faire de la vraie activité physique en conditionnant les patients pour qu'ils marchent ces 30 minutes. Vous voyez, donc là, il y a un vrai travail de fond. Alors, n'attendez pas non plus quand même des miracles de l'appât seul. L'appât, ça va aussi avec une alimentation équilibrée. Et dans le WCRF, pour finir là-dessus, le WCRF, si on veut faire simple, il y a à peu près une dizaine d'items dont l'activité physique fait partie. Et chaque item vaut 1 point. L'activité physique, elle ne vaut pas 5 points, mais les autres rien. Donc le point majeur, c'est le tabac, celui-là, il faut l'arrêter. Et tout le reste, ça vaut 1 point. Donc la réduction de la viande rouge, ça vaut comme pour l'activité physique, ça vaut comme pour les légumineuses. Et donc tout ça, il faut le mettre en branle et arriver à le faire fonctionner. C'est pas si simple. Alors, on va prendre une dernière question. Il y en a eu d'autres, mais si tu en es d'accord, je te les transférerai et puis tu verras comment tu y réponds. Donc, comment coordonner la prise en charge de l'hôpital vers le domicile avec les professionnels de ville?
Ah oui, ça, c'est vraiment une question majeure dans l'organisation aujourd'hui. Il faut changer nos organisations complètement. Donc ça, c'est Eduardo Bruera qui l'a publié du MD Anderson. Il a publié de très nombreux papiers et depuis quelques années maintenant. Et donc, en fait, il a montré que si on voulait changer vraiment les organisations et se tourner vers le domicile, il fallait qu'on ait un lieu en structure où on faisait tous les soins de support. Pas pour les faire, pour les mettre en route au départ, donner les grandes lignes de conduite et ensuite les renvoyer vers le domicile et la proximité en coordonnant et en faisant le lien de la structure vers le professionnel de proximité, en donnant toutes les infos et en transmettant le savoir et les recommandations et les protocoles aux professionnels de proximité. Il n'y a pas d'autres, à mon avis, il y a peut-être d'autres possibilités, mais moi je pense que c'est l'une des seules façons d'arriver à s'organiser comme il faut. Nous, par exemple, dans l'établissement, ça nous a obligés à construire une structure dédiée. Cette structure va ouvrir en mars 2021. C'est une structure de soins de support, 1500 mètres carrés, où tous les acteurs de soins de support vont être dessus et où l'objet sera évidemment de coordonner pour la ville. Ce n'est pas pour faire nous, ça n'a aucun intérêt de faire nous. C'est de coordonner pour la ville. Et donc, c'est au service des professionnels de proximité. Qu'on soit en campagne d'ailleurs, à 300 bornes, ou qu'on soit à Montpellier, c'est la même chose. Très bien. Bon, mais merci Pierre d'avoir pris le temps de répondre. Voilà, comme je te disais, il y a beaucoup d'autres questions que je t'enverrai par email. Avec plaisir. Il reste 2 minutes si vous voulez bien rester encore un petit peu pour répondre à 4 questions qui permettent de mieux en fait connaître l'auditoire. Donc je vais lancer une première question. Êtes-vous adhérent de la SFNCM? Merde. Ah, ça ne marche plus. Je n'arrive pas à éteindre à fermer la. Voilà. Voilà, merci. À quel congrès avez-vous l'habitude de participer ou avez-vous déjà participé? Donc les journées de printemps, les JFN qui malheureusement seront virtuelles cette année, ou aucun de ces 2 congrès. Troisième question, quelle est votre profession? Et dernière question, ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Donc je vous remercie beaucoup pour votre participation. Pierre, merci infiniment. Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, ce webinaire sera disponible dès la semaine prochaine en replay sur le site de la SFNCM et sur la plateforme aussi GoToWebinar sur laquelle vous vous êtes inscrit pour participer au webinaire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde.